Budget 1980, deux objectifs selon Valéry Giscard d'Estaing, soutenir l'activité économique et resserrer la solidarité nationale. Oui à la concertation, c'est la réponse de Georges Séguy aux propositions d'Edmond Maire. Irlande du Nord, l'armée britannique en état d'alerte pendant les funérailles de Lord Mountbatten. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quel adieu! Lord Mountbatten, le dernier grand chef militaire de la Seconde Guerre mondiale, repose désormais face à la mer, selon ses vœux, dans l'abbaye de Romsey, sur la côte sud de l'Angleterre. Lord Mountbatten a quitté la scène de l'histoire de manière grandiose, selon un cérémonial dont il avait lui-même arrêté, avant sa mort, les moindres détails. Léon Zitrone, qui a pour nous commenté en direct ses obsèques ce matin, en résume maintenant les moments les plus émouvants et les plus fastueux. Quand la dépouille parut à la porte du palais de Saint-James, tout le royaume s'arrêta de respirer, sauf les porteurs du cercueil et les sous-officiers qui donnaient les ordres. Et celui qui priait. Le prince de Galles et le prince Philippe, son père, ont perdu leur meilleur ami, leur conseiller. Parmi ceux qui allaient entourer le corps du début à la fin de la cérémonie, là-bas près du trottoir, deuxième à partir de la droite, le général de Boissieu, grand chancelier de la Légion d'honneur. Le sabre sous l'aisselle en signe de deuil. Sous le soleil et sous les musiques, Londres paraissait avoir pris cet air de fête que le défunt lui-même avait souhaité pour ses funérailles. À Westminster, précédé du Lord Chamberlain, la reine Elisabeth et la reine mère. Derrière la reine, le prince Andrew, derrière la reine mère, le prince Édouard. La procession pour l'entrée du corps à l'abbaye. Au premier plan, les porteurs des décorations et les trompettes de la renommée qui accueillent Mountbatten. C'est le prince de Galles qui lut le psaume 106. Descendu en mer sur des navires faisant négoce parmi les grandes eaux, ceux-là ont vu les œuvres du Seigneur, ses merveilles parmi les abîmes. For at his word the stormy wind arises, which lifteth up the waves thereof. To him and to all his family, l'archevêque de Canterbury dit une des prières et recommanda à Dieu l'âme de Lord Mountbatten. Puis, devant l'assistance debout et à la fin des prières, les trompettes sonnèrent la sonnerie aux morts. Et puis pendant ce temps, dans toute l'Irlande du Nord, des milliers de personnes observaient 2 minutes de silence dans plusieurs usines de l'Ulster. La direction et les ouvriers ont arrêté le travail un court instant et se sont recueillis. L'Ulster, d'où Philippe Châtenay, notre envoyé spécial, a enfin pu nous faire parvenir un reportage sur la guerre des deux communautés religieuses. L'enquête que vous allez le voir dans quelques secondes n'a pas été facile à acheminer car, je vous l'ai dit hier, Philippe Châtenay avait été arrêté en compagnie de certains de ses confrères étrangers par la police irlandaise. Il arrive à l'instant de Belfast. Alors, d'abord, dans quelles conditions cette arrestation? Je crois que l'armée britannique était sur les dents à cause de l'affaire Mountbatten et ils ont cru qu'il allait y avoir une embuscade, une démonstration publique de l'IRA en armes et en uniforme. Et nous sommes tombés dans ce coup de filet. Vous étiez à Belfast? Nous étions à Belfast. Dans quelles conditions de détention maintenant? Dans des cellules individuelles, sans cravate, sans lacets de chaussures. C'est extrêmement humiliant de ne plus avoir ces lacets de chaussures. Et interrogés par des gens extrêmement polis, mais qui étaient très au courant.
et qui ont vraiment vu que nous n'étions pas coupables de complicité dans des activités terroristes comme ils le pensaient au début. Et vous n'avez pas été expulsé d'Irlande? Pas du tout, pas du tout. Bien, alors je crois que maintenant il est temps de voir le reportage que vous amenez avec vous, ce reportage qui a été donc tourné à la fois sur l'armée britannique, mais aussi bien sûr sur les deux communautés religieuses, les protestants et les catholiques. Belfast aujourd'hui est une ville littéralement assiégée de l'intérieur. Depuis 10 ans déjà, les soldats en armes, les fouilles incessantes, les bombes et les morts font partie de la vie quotidienne. Pour survivre, les habitants de l'Irlande du Nord se sont créés une carapace d'indifférence que rien ne semble pouvoir entamer. Pourtant, l'assassinat de Lord Mountbatten et la mort de 18 soldats britanniques la semaine dernière ont déclenché une réaction d'horreur, même ici, dans le ghetto catholique de Falls Road, le bastion de l'IRA. Cela dit, cette tragédie ne peut rien changer. 10 ans de guerre civile pèsent plus lourd qu'une journée de carnage. Un exemple, cet homme, Richard Macaulay, 26 ans. Il y a 10 ans, il a été pris lui aussi dans l'engrenage de la violence. Il est devenu membre de l'IRA, capturé par l'armée britannique, un fusil à la main. Il vient de purger 5 ans de prison. Bien sûr, beaucoup de catholiques ici ont été horrifiés par la mort de Lord Mountbatten. Mais ils soutiennent autant que jamais l'IRA, car ils savent que la seule défense des catholiques, la seule voie pour obtenir leurs droits et conquérir leur liberté, c'est la lutte armée que mènent les soldats de l'IRA. Un dimanche soir dans un club du ghetto catholique. On vient ici chanter la gloire de l'IRA, pleurer les morts et encourager les vivants. C'est l'illustration de la force principale de l'IRA, le soutien massif d'une population qui cache, qui nourrit, qui finance et qui renseigne les combattants. Tant qu'il y aura cet appui, l'IRA ne pourra être vaincue. Ici, par contre, dans le quartier protestant de Shankill Road, on ne parle que de colère et de vengeance. Le meurtre de Lord Mountbatten risque de faire renaître les attentats et les émeutes entre protestants et catholiques, comme il y a 10 ans, lorsque la violence religieuse avait obligé l'armée britannique à intervenir en Irlande du Nord pour séparer les deux communautés. Les groupes armés protestants observent une trêve depuis 3 ans pour laisser les mains libres à l'armée face à l'IRA. Mais aujourd'hui, nous envisageons de reprendre les armes, car si l'armée a les mains liées par les politiciens de Londres, nous savons comment liquider, une fois et pour toutes, les terroristes de l'IRA. Les 20 000 soldats britanniques, ici, doivent en effet compter avec des obstacles politiques qui rendent leur tâche quasi impossible. Nous savons qui sont les chefs de l'IRA en Irlande du Nord. Nous savons où ils vivent, nous pourrions les arrêter demain. Mais pour les faire emprisonner, il nous faut des preuves, car la loi ici est la même qu'à Londres ou à Liverpool. Nous savons qu'ils sont responsables de crimes, mais nous ne pouvons que très rarement le prouver. Notre problème numéro 1, c'est la frontière avec l'Irlande du Sud. Non seulement les armes et les explosifs passent par là, mais les terroristes qui vivent au Sud traversent la frontière pour commettre leurs attentats. Cette frontière longue de 500 km, la voici. Invisible, artificielle, indéfendable. Il suffit à l'IRA de traverser un champ ou une haie pour être totalement à l'abri derrière la frontière que les soldats britanniques ne peuvent violer. Alors les postes militaires britanniques le long de la frontière, comme ici à Middletown, isolés dans une campagne hostile, sont en état de siège permanent. Ce petit fortin est à 100 mètres de la frontière. Nous sommes dans le nord d'Irlande, oui, mais là-bas, cette maison-là, ces vaches-là sont dans la République. La plupart des terroristes sont des gens du nord d'Irlande, mais maintenant, ils demeurent là-bas et entrent ici pour conduire les actes de terrorisme. Pendant 4 mois d'affilée, ces hommes resteront ici, sachant qu'à n'importe quel moment, ils peuvent sauter sur une bombe ou tomber dans une embuscade. Ils l'acceptent. Ils savent que l'armée britannique ne peut pas gagner militairement cette guerre. Cela aussi, ils l'acceptent. Leur espoir, c'est de réduire suffisamment la violence terroriste pour rendre possible la seule issue au conflit irlandais,
une solution politique. Le budget maintenant, le budget français, avec tout d'abord cette information annexe qui vous intéresse tous, vous téléspectateurs, l'augmentation de la redevance de la télévision pour l'année prochaine. Plus 6,8%, ce qui la mettra à 221 francs pour le noir et blanc et 321 francs pour la couleur. C'est en tout cas ce que proposera le ministère de la Culture et de la Communication au Parlement. Un ministère qui fait observer que cette augmentation représente seulement la moitié de celle de 79 et que cette modération est le résultat, je cite, d'une rigueur accrue dans la gestion quotidienne des organismes de radio et de télévision. Et ceci sans qu'il soit porté atteinte à la qualité des programmes et au volume de la création audiovisuelle. Bien au contraire, a ajouté Jean-Philippe Lecas, les mesures prises de remise en ordre depuis un an commencent, vous le voyez, à porter leurs fruits. Pour le reste, eh bien, Jean Pézieux nous détaille maintenant les grandes lignes de ce budget 80 que nous donnait hier en avant-première Philippe Sassier. Le budget 1980 passe de 460 milliards à 525 milliards de francs. Les 66 milliards d'augmentation serviront à soutenir la croissance économique et l'emploi. Le budget 80 vise aussi à développer la solidarité nationale. Si la pression fiscale se maintient globalement, on note des allègements pour les moins fortunés. Il y aura désormais 1 200 000 contribuables qui ne paieront plus d'impôts. Les tranches d'imposition étant relevées en moyenne de 8%, c'est-à-dire un peu moins que l'inflation, les salariés seront donc un peu plus imposés en 1980. Un ménage avec 2 enfants qui gagnait 40 000 francs paiera, dans la même tranche de revenus, 92 francs de plus. Dans la tranche des 70 000 francs, l'impôt augmentera de 510 francs et dans la tranche des 120 000 francs, de 1 570 francs. Notez que les impôts seront fortement majorés pour les hauts revenus à partir de 172 000 francs. Dans le même ordre d'idées, seront plus lourdement taxés les signes extérieurs de richesse, bateaux à moteur et gros voiliers, ainsi qu'avions d'affaires. La vignette auto augmentera de 20% en moyenne. Majoration plus forte pour les grosses cylindrées que pour les petites, justice sociale et souci d'économie obligent. Une nouveauté, la création d'une vignette moto pour les gros cubes. Vignette modulée également selon la puissance, avec ici la moins chère et la plus chère. Les deux vignettes, auto et moto, rapporteront près d'1 milliard. Énergie toujours, notez le prélèvement exceptionnel sur les sociétés pétrolières en raison des fortes hausses à la production survenues cette année. Parmi les recettes indirectes, le tabac et l'alcool fourniront près de 3 milliards, le tabac augmentera de 15%, les alcools de 10%, le vin et la bière de 1% seulement. L'ensemble des recettes s'établissant à 525 milliards de francs, c'est donc avec un déficit de 31 milliards que le gouvernement présentera au Parlement le budget 80. Alors justement, pourquoi un déficit? Pourquoi est-ce que l'on considérait il y a quelques années encore, Philippe Sassier, l'équilibre comme sacro-saint et qu'aujourd'hui la philosophie du gouvernement semble un peu changer? En un mot, quels sont les avantages et les inconvénients d'un déficit? Oui, c'est vrai, il y a quelques années, un déficit était considéré comme le signe d'une gestion économique pas très rigoureuse. Aujourd'hui, on le réhabilite pour soutenir l'économie. Qu'est-ce qui se passe? Bien, quand une famille n'a pas suffisamment d'argent pour terminer son mois, on dit qu'il y a une fin de mois difficile. Quand l'État n'arrive pas à joindre les deux bouts, cela s'appelle un déficit budgétaire. Pour 1980, d'entrée de jeu, l'État annonce « je vais dépenser plus, notamment en investissement économique, que ce que je vais gagner en percevant des impôts ». Ce déficit budgétaire, l'État le couvre en lançant des emprunts, tout comme une famille va trouver un ami ou va voir son banquier pour lui emprunter de l'argent. Actuellement, la dette totale de la France, tout ce qu'a emprunté l'État, cela représente un assez joli total de 300 milliards de francs. Mais, d'une façon générale, non seulement la dette de la France, mais aussi les déficits français sont bien inférieurs à ce qui se fait d'ordinaire à l'étranger. L'Allemagne, depuis très longtemps, pratique une politique de fort déficit budgétaire pour donner des vitamines à son économie en période de crise. Et d'une façon générale, les nations occidentales préfèrent avoir des dettes, mais disposer d'argent frais pour pouvoir faire tourner un petit peu plus vite leur machine économique. Problème pour les États comme pour les familles, eh bien être suffisamment sérieux et surtout être discipliné et avoir des rentrées qui leur permettent de faire face à leur remboursement. Alors on a vu ce qui allait augmenter avec Jean Pézieux, il y a quand même quelques allègements. Il y a des allègements. Il semble que tout à l'heure, Maurice Papon, qui est allé voir les députés membres de la commission des finances, eh bien, a vu certains députés qui n'étaient pas mécontents d'une politique dans le budget qui fasse en sorte que les gros revenus soient plus taxés et qu'il y ait des allègements pour les revenus les plus modestes. Alors, il faut quand même les rappeler, ces allègements. Le minimum imposable est relevé de 9%, c'est-à-dire que jusqu'à
18 400 francs de revenus annuels, on ne paiera pas d'impôt. Deuxièmement, relèvement de 9,5% également de la limite des revenus au-dessous de laquelle les personnes âgées et les handicapés physiques peuvent demander des abattements spéciaux. Troisièmement, il y a 2 millions de contribuables dont les impôts locaux ne dépassent pas 30 francs. Eh bien, cet impôt leur est supprimé, ils ne paieront désormais plus rien du tout. Quatrièmement, ce n'est qu'à partir d'un tiers provisionnel de 700 francs que le percepteur pourra vous le réclamer. Avant, cette limite que vous deviez acquitter était de 400 francs. Cinquièmement, l'État ne répercute pas complètement la hausse du coût de la vie qui sera supérieure à 10%, mais quand même, dans le barème des impôts, il fait augmenter les tranches de 8%. Dans cette période assez difficile, eh bien, c'est considéré quand même comme un effort. Oui, et quand vous parlez de vignettes, c'est bien à la fin de l'année 80. Et quand je parle de vignettes, c'est bien à la fin de l'année 1980. Là, en 1979, on ne dira pas un sou de plus. D'accord, alors je crois qu'il ne faut pas oublier non plus que ce budget n'est qu'un projet et qu'il doit être encore adopté au Parlement. Et je crois qu'il était intéressant à cet égard de demander à l'homme qui a bouclé ce budget, le ministre Maurice Papon, ce qu'il pensait de la menace de certains de ses amis, et non des moindres, Michel Debré par exemple, qui refuse de voter ce budget. Écoutons-le. Oui, ben, je répondrai à Michel Debré, pour qui j'ai une immense estime, naturellement, qu'avant de dire qu'on ne vote pas un budget, il faut l'ouvrir et regarder s'il y a dedans. Et s'il l'ouvre et qu'il regarde ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il trouvera? Il trouvera, premièrement, un déficit dont le gouvernement garde tout à fait la maîtrise, parce qu'il est modéré, il est bien mesuré, pour soutenir l'activité économique. Alors, quand on parle d'équilibre budgétaire, c'était bien d'en parler il y a 10 ans. À 10 ans, il y avait le plein emploi, il y avait une activité soutenue, il y avait même de la surchauffe. Donc, il ne fallait pas de déficit. Nous sommes dans un cas de figure absolument inverse aujourd'hui. Et alors, d'autre part, à mon tour, je lui demanderai, alors voulez-vous faire un strict équilibre budgétaire dès maintenant? Cela voudra dire des coupes sombres dans les crédits, et cela mettra inévitablement en cause toute notre politique sociale. Et puis, il faudra des impôts nouveaux. Des impôts nouveaux, qui les paiera? Sont les entreprises et les ménages. Et on verra si cela permet à la situation de repartir, comme nous l'espérons tous. Commentaire du chef de l'État au cours du Conseil des ministres de ce matin qui a adopté le budget. Nous visons 2 objectifs, soutenir l'activité économique et resserrer la solidarité nationale. Autre déclaration du chef de l'État qui sera beaucoup commentée, cet entretien qu'il a eu avec Roger Théron, le patron de la rédaction de Match. Un entretien qui se place à un niveau de constat de l'évolution du monde. La France face à un nouvel état du monde. Alors, doit-on être optimiste ou bien pessimiste, Noël Coppin? Eh bien, le président de la République, lui, affirme qu'il demeure optimiste, mais en précisant qu'il s'agit non pas d'un optimisme d'illusion, mais d'un optimisme de proposition. Et je crois que cette interview s'apparente davantage à la réflexion philosophique, si vous voulez, qu'une interview proprement politique. Le président de la République reprend sans doute un certain nombre de thèmes qu'il avait déjà développés, quelquefois même dans un passé assez ancien, mais je crois que jamais il n'était allé aussi loin dans son analyse de l'évolution du monde, même dans son ouvrage Démocratie française, et que jamais non plus il n'était allé aussi loin dans l'affirmation de la nécessité de s'adapter à cette évolution du monde. Alors cette évolution du monde, quelle est-elle? Et c'est là qu'il y a peut-être quand même un peu de pessimisme. Nous allons, dit-il, vers un monde non maîtrisé, alors que jusqu'à maintenant le monde était maîtrisé par son économie, par sa politique et par sa civilisation. Il y a là, je crois, quelque chose peut-être même d'un peu déroutant pour certains, de voir un homme qui exerce le pouvoir dans un grand pays reconnaître les limites du pouvoir à l'échelon du monde. Mais donc ça ne le conduit pas à un pessimisme, et son optimisme se fonde aussi sur une réalité, c'est qu'il estime, en tout cas une appréciation, c'est qu'il estime que le monde, sur le plan militaire, ne va pas mécaniquement vers un conflit. Et puis il y a cette critique assez dure de la société de consommation. Oui, la société de consommation, dit-il, a dévasté une partie de nos sites, une partie de nos villes, une partie de nos côtes, une partie de nos montagnes. Donc c'est une manière d'approbation des écologistes. Oui, et il y a aussi une sorte d'approbation du mouvement de mai 1978 avec presque comme un regret qu'il n'ait pas laissé, de mai 68 avec presque comme un regret qu'il n'ait pas laissé davantage de traces. Et le président de la République constate une sorte de hiatus entre le fait que les Français savent depuis mai 68 et depuis encore que maintenant la société de consommation c'est fini, mais que le langage qu'on leur tient encore est issu de cette société de consommation. Il y a donc aussi une approbation du mouvement écologiste. Le président de la République note que ce mouvement est fondé, et là aussi presque un regret que les écologistes n'aillent pas plus loin, qu'ils restent un peu enfermés, si vous voulez, dans les verts pâturages, alors qu'il faut aller plus loin, estime-t-il, et organiser une humanisation et une modération de notre système économique et social. Et puis tout au long de cet entretien, des réflexions sur la dimension spirituelle, sur les croyances. Oui, alors cela est intéressant et va là nettement plus loin que Démocratie française, où il y avait une seule
seulement à la fin une sorte d'allusion à la dimension spirituelle de la société. Le président de la République note: une société ne peut vivre longtemps sans croyance collective, et pressé de dire quelle est son opinion personnelle, il affirme: je suis chrétien, mais je suis le président d'un État laïque, j'ai une philosophie personnelle, mais je ne l'impose en aucune manière dans l'exercice de mes fonctions. Je crois que cet ensemble de réflexions restera comme un document pour ceux qui voudront analyser ce qu'on appelle le giscardisme. Bien, la transition entre les affaires économiques et sociales nous sera fournie, vous le voyez, par notre dessinateur Gus, qui juge à sa manière la rentrée sociale, rentrée progressive, vous le savez, depuis 3 jours. Aujourd'hui, le point culminant de la semaine d'action lancée par la CGT, un discours de Georges Segui à l'occasion d'un rassemblement à Paris, place de la République. Un des 1000 rassemblements prévus par la CGT durant toute cette semaine. Une réponse attendue, celle qu'a faite Georges Segui à son alter ego Edmond Maire, pour une rencontre entre les deux centrales. Eh bien, ce sera oui. Nous avons proposé d'avoir cette concertation à 5 sans attendre la fin du mois d'août. Nos camarades CFDT ont préféré une rencontre préalable à 2. Elle aura donc lieu. Nous sommes prêts à discuter de ces problèmes, y compris publiquement, dans un esprit constructif, en prenant tout le temps qui sera nécessaire. Mais au moment où nous sommes agressés par le gouvernement et le patronat d'une manière aussi violente, la priorité n'est pas à la dissertation sur les divergences, elle est à l'action commune pour la défense des intérêts des travailleurs. La rencontre CGT-CFDT devrait être rapidement suivie d'une concertation à 5, CGT, CFDT, Fédération d'éducation nationale, Force ouvrière et CGC. Et si, comme ils l'ont laissé entendre, les dirigeants de la CFTC souhaitent y prendre part, nous n'y voyons, en ce qui nous concerne, aucun inconvénient. Du côté de Force ouvrière, ces déclarations d'André Bergeron qui, dans 2 interviews publiées à l'Aurore et au Matin, n'exclut pas le recours pour la grève pour Force ouvrière si les négociations avec le gouvernement se révélaient impossibles. Un Anglais à la tête de la commission de l'agriculture au Parlement européen, c'est la première fois dans l'histoire de la construction européenne, et certains milieux politiques français n'ont pas manqué de s'en inquiéter. Par exemple, les gaullistes et les communistes qui ont refusé de voter pour Henry Plum, c'est son nom. Je crois qu'il était intéressant de poser nous-mêmes la question au nouveau président. Un Anglais peut-il être impartial dès lors qu'il s'agit d'agriculture européenne? Écoutez sa réponse. Eh bien, je suis déçu d'entendre de tels commentaires à mon propos. M. Plum fait allusion aux déclarations des communistes, mais dans la mesure où j'étais élu président de la Commission, je ferai de mon mieux au service du marché commun. C'est un point important. L'Europe ne tiendra pas si la politique agricole commune échoue. Pensez-vous que les intérêts britanniques et français puissent un jour coïncider? À long terme, oui. À court terme, j'espère que nous pourrons mieux nous comprendre. Nous avons de nombreux problèmes dans nos pays respectifs, comme le problème de l'inflation, mais j'espère qu'ils seront résolus. Et je pense que ma nomination permettra de favoriser une meilleure entente entre les 2 pays. Mais pourriez-vous oublier vos origines britanniques? Je ne peux pas oublier mes origines anglaises. Je suis né en Angleterre et pour cette raison, je me sens européen. Nous devons nous considérer comme des partenaires au service d'une même cause, la paix et la sécurité. C'est mon idéal, mais je n'ai pas l'intention d'oublier pour autant le fait que je suis britannique. D'autres télégrammes en provenance de l'étranger. D'abord, la fin de la visite d'Anwar el-Sadat en Israël, à Haïfa. Pour le président égyptien, Tel Aviv et le Caire sont parvenus à un accord provisoire sur la question des observateurs de l'ONU dans le Sinaï. Et puis cette démarche de l'ambassadeur de France à Buenos Aires pour exprimer les préoccupations de Paris à l'égard des Français disparus en Argentine. Vous savez qu'au terme d'un projet de loi, le gouvernement argentin menace de considérer les disparus comme présumés décédés.
Des nouvelles de David maintenant, un David en chute libre. Le cyclone est maintenant devenu simple tempête tropicale et provoque en ce moment des pluies torrentielles en Géorgie. Donc vous le voyez assez largement à l'intérieur des terres d'Amérique. Après un long parcours, David a donc fini de faire trembler les Caraïbes et le sud-ouest américain. C'est maintenant l'heure du bilan, plus de 1200 morts, des milliers de maisons détruites, des plantations et des récoltes anéanties. Alors bien évidemment, le cœur des Français aura surtout été touché par ce qui s'est passé en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin. Eh bien, François Cornet vient de nous faire parvenir son premier reportage de là-bas, dans des conditions difficiles, car vous l'imaginez bien, les communications ne sont pas encore complètement rétablies. Cet hôtel, sur la côte est de la Martinique, s'appelait il y a une semaine le Léritz. En 1974, le président Giscard d'Estaing y avait rencontré Gerald Ford, le président américain. Dans cette piscine, bordée de cocotiers, ils avaient pris un bain, entre deux discussions peut-être, deux accords. Aujourd'hui, le souffle de David a balayé l'histoire. Le Léritz n'est plus que ruine. Mais il reste aux Antilles françaises l'exemple le plus significatif de la violence, de la puissance de ces ouragans tropicaux. Il y a une semaine, ce cataclysme, qui a sévi dans toutes les Caraïbes, avant de toucher les côtes de Floride, s'abattait ici, couchant des arbres, plusieurs fois centenaires, ravageant des salles de réception ou de restaurants. Le soir, on a commencé par caser les clients d'hôtels et le personnel dans ce qui s'appelle ici des cases à vent, c'est-à-dire des salles toutes en béton, plafonds de béton, murs en béton, etc., qui constituent de véritables abris. Et la clientèle a été très calme, très sage, je dirais, très calme. Mais enfin, il fallait quand même maintenir le moral, surveiller tout ça. En même temps, on entendait les bruits extérieurs qui étaient, on peut dire, extrêmement pénibles, de tous ces arbres qui craquaient partout. Et puis, on prévoyait qu'ils s'arrachaient au fur et à mesure, rien qu'en entendant le bruit de leur craquement. Qui était mené par une pluie épouvantable, une pluie torrentielle, une pluie qui ne touchait même pas le sol. Elle arrivait littéralement à la verticale, et à l'horizontale, excusez-moi, et elle s'abattait sur les murs de toutes les habitations. Alors, coulant le long des murs, s'infiltrant partout. L'industrie hôtelière est un secteur gravement touché par le cyclone David. Les conséquences s'en feront pendant longtemps sentir aux Antilles françaises. L'infrastructure endommagée, des réservations annulées et l'angoisse pour les hôteliers de voir fuir les touristes américains vers d'autres îles des Caraïbes. Mais lesquelles? Ailleurs comme ici, tout a été saccagé ou laminé. Les bananeraies, la canne à sucre ou les arbres fruitiers qui constituaient le paysage. La perte des récoltes et la remise en état des cultures en Guadeloupe ou en Martinique est estimée à 500 millions de francs. Il faudra des mois pour remettre les bananeraies en état. Toutes les bananes sont détruites pour le moment. Alors on va travailler à peu près 2 semaines, on va le couper, le cycloner, ça s'appelle le cyclonage. Et puis après le cyclonage, on fait des aérobans, d'engrais, et puis ça pousse à peu près un an. Un an après, on va avoir un autre fruit. Il vous faudra un an? Oui, un an. 9 mois à peu près. Oui, 9 mois, un an. Si les planteurs sont indemnisés, les ouvriers agricoles, eux, se demandent comment se solderont les suites et les conséquences de David. Dans les champs, comme dans les hôtels, on parle aujourd'hui de chômage et on est inquiet pour l'avenir. Ce sera la misère pour nous en Martinique et pour nos familles et le chômage. Si la vie reprend peu à peu son cours, dans les rues de Fort-de-France ou de Pointe-à-Pitre, si les plaisanciers reviennent mouiller leurs yachts ou leurs voiliers dans les eaux de la Guadeloupe ou de la Martinique, il faudra du temps dans ces paysages de cartes postales pour oublier un certain David, passé ici un jour de septembre et qui, plus loin, dans les petites Antilles, a semé mort, désolation et a ruiné l'économie. Oui, première estimation des dégâts provoqués par David, entre 800 millions et 1 milliard de francs. Les 9 pays de la communauté européenne ont décidé d'octroyer une première aide financière d'environ 6 millions de francs.
Le pastis trafiqué a tué l'un des 15 ouvriers intoxiqués vendredi après avoir bu du pastis de fabrication frauduleuse et artisanale est mort aujourd'hui à l'hôpital de Lyon. Un deuxième est toujours dans le coma. Les 4 suspects interpellés hier et chez qui on avait trouvé des doses d'anétol ont aujourd'hui été inculpés d'homicide et de blessures involontaires. J'en arrive maintenant au football, puisque depuis une demi-heure maintenant, depuis à peu près une demi-heure en effet, l'équipe de France joue son va-tout contre l'équipe de Suède. Le point de la partie avec Henri Bodiguel, je crois pour l'instant, 1 but partout, n'est-ce pas? En effet, alors qu'on joue depuis 14 minutes sur ces images, Amis va recevoir cette balle de Loïc Platini, va la passer à Bernard Lacombe. C'est Platini qui laisse encore à Bernard Lacombe et voilà, c'est le premier but de la partie, 1 but pour les Français. C'est à la 14e minute. Un peu plus tard, les Suédois vont récupérer la balle et obtenir une égalisation. Dans l'ensemble, et si les Français devaient se contenter de l'emporter ce soir pour assurer leur qualification dans le championnat d'Europe des Nations, on pourrait considérer la chose comme tout à fait possible. Seulement, c'est beaucoup plus compliqué, en effet. En supposant que les tricolores l'emportent ce soir, il leur faudrait encore l'emporter sur la Tchécoslovaquie au Parc des Princes en novembre, et puis espérer que les mêmes Tchécoslovaques soient tenus en échec par la Suède ou par le Luxembourg. Et si on ajoute que les Français devront à chaque fois marquer beaucoup de buts sans en encaisser pour obtenir un avantage décisif, il vaut mieux raisonnablement considérer la rencontre de ce soir comme une revanche de novembre dernier, 2-2, je vous rappelle le score pour l'instant, 1 but partout, et puis considérer aussi cette rencontre comme un bon entraînement en vue de compétitions ultérieures. Nous reverrons le but suédois que nous n'avons pas pu voir. Je crois que vous avez pu l'entendre au petit bruit caractéristique du magnéto. Voilà, comme chaque mercredi, maintenant une série de chiffres. Alors prenez donc un crayon. Voici d'abord les pronostics de Pierrette Brest pour le prix de Beaugency qui se courra demain à Vincennes. Elle a choisi tout d'abord le 8, le 16, le 11, le 10, le 15, le 12 et enfin le 9. Pierrette Brest nous signale également qu'il y a un nom partant, c'est le numéro 14, Gosse d'Arkwell. D'autres chiffres maintenant avec les résultats du loto. Bien pour gagner, il fallait cocher les numéros suivants, 13, 17, 26, 30, 43 et 49. Je répète, puisque les chiffres ne s'inscrivent pas. 13, 17, 26, 30, 43, 49. Numéro complémentaire, vous le voyez, le 4. Avant de refermer la dernière page de ce journal, la météo. Aujourd'hui, le ciel était couvert sur une partie de la Bretagne. Sur le reste du pays, temps chaud et ensoleillé. Demain, me dit-on, les nuages resteront en Bretagne, mais avec une éclaircie dans l'après-midi. Des Pyrénées au Massif central et au bassin parisien, temps ensoleillé le matin, mais le ciel se couvrira et des pluies d'orage sont à craindre dans l'après-midi. Sur le reste du pays, temps ensoleillé avec, nous promettons, des températures agréables. Pardonnez-nous de ne pas avoir montré les diapositives correspondantes. Le dernier journal de la journée vous sera présenté par Pierre Alain aux environs de 23h15. Je vous signale tout de suite que vous y verrez un quart d'heure de reportage sur les obsèques de Lord Mountbatten. Et puis la première édition du journal d'Antenne 2 demain, 12h45, présentée par Patrick Lecoq. Quant à moi, eh bien, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à cette même heure. Bonne soirée à tous.